Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h sur Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce 21 avril, date particulière qui sème l'effroi à gauche comme à droite à un an du premier tour de la présidentielle. Le spectre d'un 21 avril à l'endroit ou à l'envers relancé. Mise en ligne aujourd'hui des déclarations d'intérêt du Premier ministre et des membres du gouvernement. Une transparence encore relative. Ce sera le dossier du 19h. La justice va cesser d'être gratuite. Il faudra payer 30 € pour intenter une action, moyen choisi par le gouvernement pour financer la réforme de la garde à vue. Avec nous dans cette édition, le juge Serge Portelli qui publie Jugé et Bruno Béchiza, secrétaire national de l'UMP, deux visions de la question de la sécurité qui s'opposeront tout à l'heure. Le choc avait été immense ce fameux dimanche 21 avril 2002. Lionel Jospin n'avait pas imaginé un instant devoir prononcer ces paroles. Le résultat du premier tour de l'élection présidentielle qui vient de tomber est comme un coup de tonnerre. Voir l'extrême droite représenter 20% des voix dans notre pays et son principal candidat affronter celui de la droite au second tour est un signe très inquiétant pour la France et pour notre démocratie. Après Lionel Jospin en 2002, un autre candidat d'un grand parti de gouvernement risque-t-il de se fracasser sur le mur du Front National? Cette fois, les sondages l'annoncent. Marine Le Pen est même créditée d'un score supérieur à celui de son père, d'où des appels à droite comme à gauche contre un éparpillement des candidats. Marie Brémaud. Ils sont nombreux à vouloir tenter leur chance. L'élection présidentielle attire et les candidats intéressés ne manquent pas. Mais le parcours pour y arriver est semé d'embûches. Ce dont il faut avoir conscience, c'est que le dépôt effectif des candidatures et la publication officielle de la liste des candidats, elle interviendra fin mars 2012. Fin mars 2012. Donc jusqu'à ce moment-là, tous ceux qui aspirent à la candidature ont largement le temps de se décider, y compris pour renoncer lorsque véritablement on en arrivera à la date réelle de dépôt des candidatures. Réduire le nombre de candidatures, plusieurs voix s'élèvent aujourd'hui pour exprimer leur crainte d'un autre 21 avril. À droite, Alain Lamassoure, à gauche, les jeunes socialistes militent déjà pour une candidature unique de part et d'autre. Le FN a le vent en poupe et le nombre important de candidats risque d'ouvrir la route de Marine Le Pen vers l'Elysée. Certains proposent donc de revoir les conditions de candidature à l'élection et plus particulièrement le nombre nécessaire de parrainage d'élus. On peut par exemple augmenter le nombre de parrains. Ils sont actuellement 500. On peut exiger qu'ils soient à 1000. Il faut qu'ils soient répartis dans 30 départements. On peut désormais exiger qu'ils soient répartis dans 50 départements. Mais une autre donnée pourrait en décourager plus d'un, le risque financier à supporter. En effet, l'État rembourse la moitié des dépenses des candidats ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés. Dominique de Villepin, Hervé Morin, Nicolas Dupont-Aignan ou encore Nathalie Arthaud pourraient renoncer par peur que l'on touche à leur porte-monnaie. Et Jean-Claude Gaudin, dans un communiqué, s'en prend ce soir à Alain Lamassoure qui défendait hier soir dans Le Monde l'idée de primaire à l'UMP. Le président du groupe UMP au Sénat estime que le député européen serait mieux inspiré de défendre l'action au quotidien du gouvernement et s'il lui reste du temps, ajoute Jean-Claude Gaudin, de dénoncer le projet archaïque du Parti socialiste. Nicolas Sarkozy, menacé d'un 21 avril à l'envers, selon les sondages, redevient le candidat du pouvoir d'achat lors d'un déplacement au Havre. Il a pourfendu tous les conservatismes, justifiant ainsi la prime obligatoire pour les salariés des entreprises de plus de 50 salariés, du bricolage pour les syndicats. Le MEDEF dénonce une mesure néfaste et le PS parle d'une vaste supercherie. Sandra Cerquera. C'est donc la version la plus contraignante qu'a retenue le chef de l'État, dans l'espoir de ressusciter le président du pouvoir d'achat. La prime sociale sera obligatoire dans toutes les entreprises d'au moins 50 salariés, dont le dividende est en hausse. En revanche, on ne parle plus d'une prime de 1 000 €. Le montant sera négocié entre direction et syndicats au sein des entreprises. Une prime exonérée de charges sociales et d'impôts sur les sociétés, dont le plafond est encore à définir, mais elle sera soumise à la CSG et à la CRDS.
Aucune obligation en revanche pour les entreprises de moins de 50 salariés. La prime ne sera versée que sur la base du volontariat. 8 millions de personnes seraient concernées, bien peu pour cet économiste. Cette mesure le laisse sceptique. Certaines entreprises qui versent des dividendes vont limiter la hausse des dividendes cette année pour justement s'éviter de verser cette prime. Et donc une possibilité, c'est que on verse un peu plus et une partie des bénéfices aille plus vers l'investissement que vers les dividendes. Ça reste tout de même dans les poches de l'actionnaire. Un fardeau de plus pour les entreprises, estime le MEDEF. Les syndicats, eux, dénoncent un cadeau au patronat qui empêchera la hausse des salaires. Le gouvernement veut aller vite et prévoit un vote avant l'été. Le président est en campagne, il veut une loi, hop, qui plus est en urgence, hop, le gouvernement s'exécute et la majorité parlementaire va se plier à ce diktat alors que la fin de session est particulièrement encombrée. Avec des décrets d'application publiés au mois de juillet, la mesure serait opérationnelle dès cette année et les primes versées en pleine campagne présidentielle. La réaction nuancée de Raymond Soubi, l'ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy, il y a quelques mois encore. On l'écoute. Je pense que telle qu'elle est présentée, ce n'est pas tant une mesure sur le pouvoir d'achat qu'une mesure d'équité dans la répartition des gains de la sortie de crise. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Et que clair. Donc la mesure, elle s'applique aux entreprises sortant de la crise et qui distribuent des dividendes aux actionnaires. Donc c'est plus une mesure d'équité et de lutte contre les inégalités, dans mon esprit en tout cas, l'esprit des décideurs, je ne sais pas, qu'une mesure de pouvoir d'achat. Raymond Soubi qui sera donc avec Sonia Mabrouk, on l'a vu ce soir dans le journal à 22h. Un nouvel assassinat en Corse dans le milieu de la politique. L'ancienne maire UMP de Porticcio, Marie-Jeanne Bozzi, a été tuée par balle aujourd'hui. Les ministres avaient été invités le mois dernier par Matignon et François Fillon était le premier concerné à compléter un questionnaire, une déclaration d'intérêt, pas encore une déclaration détaillée de patrimoine, seulement les possessions susceptibles d'être influencées par les décisions gouvernementales. Au final, cette initiative, qui fait suite à l'affaire Woerth-Bettencourt, ne va pas satisfaire les adeptes de la plus grande transparence. Aurélien Romano avec Nathalie Guigoire. Les fiches dévoilées sur le site du Premier ministre ne sont pas des déclarations de patrimoine. Elles ne détaillent que les biens des ministres dont la valeur peut évoluer du fait de l'action du gouvernement. François Fillon, le premier, se prête à l'exercice, déclarant des actions EDF et Crédit Agricole. De même, on découvre que Luc Châtel possède un plan d'épargne-action ou encore qu'Alain Juppé est détenteur d'un contrat d'assurance vie. Gérard Longuet, le ministre de la Défense, mentionne lui son action au sein du cabinet de conseil Socrates Group, un outil de travail en sommeil, selon sa déclaration. En revanche, vous ne trouverez aucun chiffre ni le nombre d'actions détenues par les ministres dans ces fiches. À la question clé du conflit d'intérêts de leur famille, les ministres répondent néant pour la quasi-totalité d'entre eux. Seule Valérie Pécresse, ministre de l'Enseignement supérieur, détaille l'activité de son père dans sa fiche. Les biens ou les activités du conjoint cristallisent les soupçons depuis l'affaire Woerth. C'est un volet encore trop sensible. Matignon a délibérément écarté les informations pouvant toucher à la vie privée. Cette démarche s'inscrit dans le cadre des travaux parlementaires sur un code de déontologie. Aucune sanction n'est prévue pour le moment, mais le principe de transparence rentre dans les esprits. Un projet de loi affirmant les principes déontologiques de l'action publique doit être présenté mi-juin au Conseil des ministres. Alors pour aller plus loin avec nous, Yves-Charles Zarka, bonsoir. Vous êtes professeur de philosophie politique à la Sorbonne et vous voulez repenser la politique, pas tout seul, hein, dans ce volume notamment, avec des historiens, des sociologues et des philosophes comme vous. Et nous, avec nous également, Jean-Pierre Roux, bonsoir. Vous êtes président sortant d'Anticor, hein, qui est engagé, une association qui est engagé dans différentes actions. Dans la lutte contre la corruption, qui est engagé dans différentes actions. Aujourd'hui, le procès Chirac, Karachi qui nous attend bientôt, etc. Bon, un certain nombre d'actions. Première question à tous les deux, ces déclarations d'intérêt telles qu'elles ont été publiées aujourd'hui sur le site internet de Matignon, sont-elles une étape importante vers la transparence? Monsieur Zarka, selon vous? Écoutez, ça dépend des suites qui vont être données à cela. Ça peut être aussi un feu de paille qui servirait à satisfaire l'opinion pendant quelques mois, peut-être jusqu'aux élections présidentielles,
et qu'ensuite cela soit enterré. Il faut bien voir quels sont les types d'institutions qui vont être mises en place pour contrôler les choses. Parce qu'il ne suffit pas de faire une déclaration. On voit bien, les déclarations d'intérêt qui viennent d'être faites sont pratiquement des déclarations d'intérêt très communes. Rien de spécial, rien de particulier. Bon, tout n'est pas publié. Tout n'est pas publié. Attention, il faut qu'il y ait par une exemple, instance. ce qui relève du conjoint et des enfants n'est pas publié. Oui, non, mais d'accord. Mais il faut qu'il y ait une instance qui puisse contrôler ce qu'il en est. Et bon, parce que sinon, ça serait... Premier point. Monsieur Roux, votre sentiment? Mon sentiment, c'est une avancée? Bon, alors, on peut dire c'est une avancée, mais ce que nous regrettons, c'est qu'il y a eu un rapport, le rapport Sauvé, qui est un rapport extrêmement complet, et déjà dans ces déclarations d'intérêt qui y paraissent, on dévoie déjà ce rapport, parce que le rapport allait beaucoup plus loin, beaucoup plus détaillé. Le Conseil d'État, et je rends hommage à Jean-Marc Sauvé, vraiment qui a fait un travail extraordinaire, et d'un sérieux vraiment incomparable. Et déjà, on fait un effet d'annonce, un effet de manche. Qu'est-ce qui manque? Oui, il manque plein de choses. Alors, par exemple, la déclaration d'intérêt, il manque la déclaration de patrimoine. Il manque, on en a parlé tout à l'heure, justement, les conjoints, quelles sont les occupations des conjoints, des cousins, des parents et des proches. Il est indiqué dans ce rapport, tout doit être rendu public. Tout doit être rendu public, tout doit être transparent. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a copié. Là, ils se sont inspirés du travail qui a été fait par les députés de l'Assemblée nationale. Et là, malheureusement, les députés de l'Assemblée nationale, c'est 4 feuilles de chou par rapport à un travail extrêmement sérieux qu'a fait Jean-Marc Sauvé et sa commission. Pour vous, M. Zarka, la résistance vient des politiques eux-mêmes? Oui, certainement. Écoutez, qu'est-ce qui pousse un homme à devenir politique aujourd'hui? Moi, je suis philosophe, donc je ne vais pas rentrer dans les détails techniques des choses. Servir l'intérêt général? Ah, je croirais plutôt que c'est la gloire et le prestige d'une part, et puis la situation personnelle également. Je veux dire, tout ce qui peut. Là, on est dans le non-dit. On est dans le non-dit. Non, mais écoutez, parlons franc. C'est ça. Éventuellement, je ne dis pas que tous n'ont pas pour objectif l'intérêt général. Mais bon, ce qui prime, c'est quand même... Or, c'est ça le nœud du conflit d'intérêts. C'est cela. Le conflit d'intérêts, c'est quoi? C'est quand il y a conflit entre un intérêt personnel et l'intérêt public. Et quand l'intérêt personnel, dans certaines situations, même s'il n'est pas exercé, peut compromettre un jugement, peut compromettre une décision. Est-ce que la démocratie française a beaucoup de retard à rattraper? Vous vouliez terminer là-dessus, peut-être? Non, comme on a très peu de temps, je voudrais souligner ce point qui est très important. Mais c'est un point capital. Pourquoi? Parce que ça discrédite complètement les politiques, même ceux qui n'ont pas obligé de l'être, dans la population. Dans le discrédit des politiques dans la population, dans l'opinion qui... plus ou moins presque tous pourris, cette question-là est une question... C'est pas la seule. L'autre question qui est fondamentale, c'est que ces conflits d'intérêts produisent... Le bouquin de Martin Hirsch le montrait bien sur les conflits d'intérêts, peuvent produire la mort. Alors lui, il parlait du sang contaminé et des conflits d'intérêts qui ont donné lieu à la question du sang contaminé, mais regardez là... Il n'en parlait pas parce que ce n'était pas arrivé encore. La question du médicament, du Mediator. Le centre, le cœur de l'affaire du Mediator, c'est des conflits d'intérêts. Touchant les experts. Alors, il n'y a pas que les politiques. La question... Ça touche, je suis universitaire, ça touche aussi les universités. Quand vous avez des instances universitaires... Ça touche toutes les professions, hein. Oui, mais public. Bien sûr. Quand vous avez une instance où les gens qui sont dans une instance, une commission, peuvent se promouvoir eux-mêmes, c'est un conflit d'intérêts. Jean-Pierre Roux, est-ce que donc la France a beaucoup de retard à rattraper par rapport, voyons nos voisins européens? Déjà, les conflits d'intérêts en France n'amènent pas de sanctions. On ne sanctionne pas un conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts, il peut être là. En définitive, c'est la prise illégale d'intérêts éventuellement qu'on va sanctionner. Ceci étant, la prise illégale d'intérêts, effectivement, dans le rapport Sauvé, il est indiqué que la France a, du point de vue répression, si l'on peut dire, va très loin. Beaucoup plus loin, d'ailleurs, qu'un certain nombre d'autres pays européens. L'ennui, c'est que c'est jamais appliqué. C'est ça le problème. Alors, moi, je crois que là, le gouvernement a commis une erreur monstrueuse parce que, encore une fois, on sort une déclaration d'intérêt qui est complètement biaisée, qui ne répond pas justement à ce que la commission Sauvé a demandé. Elle a demandé, et pourtant la commission Sauvé ne sont pas des gauchistes. Monsieur Jean-Marc Sauvé, c'est loin d'être un gauchiste. Donc, effectivement, ils ont demandé un certain nombre de choses raisonnables. Et déjà, là, il y a... Alors, est-ce que vous pouvez quand même, l'un et l'autre, comprendre que des élus, ou des personnalités qui s'engagent dans la politique, n'ont peut-être pas envie de voir leur vie
Et leur patrimoine, leur possession exposée comme ça. C'est très simple. Non, voilà. C'est la lumière. Dans la vie, on n'est pas obligé de faire de la politique. Oui. On est obligé de travailler. Effectivement, on est professeur, on est capitaine en cours comme je l'étais. Est-ce qu'il faut être un prêtre ou une bonne sœur pour faire de la politique? C'est l'image caricaturale choisie par un élu. Non, pas du tout. Je vais vous dire une chose. Justement, on ne doit pas supposer que les gens soient vertueux. En revanche, on doit mettre en place des dispositifs qui les empêchent d'agir contrairement à un certain nombre de principes. C'est les dispositifs institutionnels, c'est ça ce qui compte. Ça n'est pas, on ne peut pas attendre d'un homme quelconque qui soit. Certains hommes sont vertueux, d'autres ne le sont pas. On ne peut pas demander aux politiques d'être particulièrement vertueux. Ce que l'on peut en revanche, c'est instituer des normes et des règles qui permettent à des hommes politiques de ne pas pouvoir, ou le moins possible en tout cas. Le chemin est long encore. Moi, je suis tout à fait d'accord. Nous, Anticor, on ne veut pas changer l'homme. On sait qu'effectivement, ce genre d'idéologie, changer l'homme pour faire un homme nouveau, ça nous a mené à des pires choses. Donc ce n'est pas ça, effectivement, mais je rejoins tout à fait monsieur, en ce qui concerne ce qu'on doit mettre en place. Alors encore une fois, on n'est pas obligé de faire de la politique, on est obligé de travailler, mais on n'est pas obligé de faire de la politique. La politique, il faut... Les politiciens, les politiques doivent avoir valeur d'exemple. Aujourd'hui, d'ailleurs, dans le rapport Sauvé, c'est un des objectifs. Justement, ce rapport et cette loi vers laquelle nous allons, je l'espère, et qui sera complète, qui sera bien à 90%, reprendra les propositions, ou 100% même du rapport Sauvé, je pense que là, on pourra redonner confiance, parce que c'est ça un des objectifs, redonner confiance aux citoyens vis-à-vis de leurs institutions. Un mot de conclusion, monsieur. Oui, il faudrait, plus généralement, il faudrait que les politiques retrouvent le sens de la charge. C'est une charge publique d'être au pouvoir, d'avoir des responsabilités. Mais bien sûr, enfin, pas complètement, bien entendu. Mais je veux dire, il y a d'autres motivations qui sont plus, fortement accentuées dans les comportements aujourd'hui. D'autres sont passés au premier plan. On vous a bien compris, messieurs. Merci à vous et on va continuer bien sûr de suivre l'évolution de ce dossier des conflits d'intérêts. Allez, on change de sujet. La justice qui est en passe de devenir payante en France. En effet, un droit de 30 € va être demandé pour toute action judiciaire afin de financer la réforme de la garde à vue qui peine à se mettre en place, notamment en raison d'un manque de moyens. C'est ce que dénoncent les avocats. Patrick Jean-Pierre. À ce jour, les avocats commis d'office percevaient une indemnité de 61 € hors taxe pour une vacation de 30 minutes, soit 122 € de l'heure. La réforme de la garde à vue va changer la donne. Désormais présents dans les commissariats, ils percevront 300 € pour les premières 24 heures et 150 € de plus en cas de prolongation de la garde à vue. C'est une mesure qui ne nous satisfait pas en l'état, puisque nous sommes en train de parler de tarifs qui ont été évalués en 1993. Mais qui va payer? Le budget consacré à l'intervention des avocats est évalué aujourd'hui à 100 millions d'euros et ce n'est un secret pour personne, les caisses de l'État sont vides. Restent les justiciables. Prochainement, dans le cadre du projet de loi de finances rectificative, une mesure devrait décider que tous ceux qui engagent une action en justice, en matière civile et administrative, seront tenus d'acquitter une taxe d'une trentaine d'euros sous forme de droit de timbre. Tout le système de l'aide juridictionnelle tend justement à ce que, en France, toute personne puisse être informée de ses droits et puisse saisir le juge. À partir du moment où on instaure cette taxe sur le justiciable, ça ne me paraît pas être une mesure équitable. Le Conseil national des barreaux appelle à une journée de mobilisation le 4 mai prochain pour que l'intervention de l'avocat en garde à vue fasse l'objet d'une prise en charge effective. Avec nous, Serge Portelli, vice-président du tribunal de Paris et puis auteur donc de Juger, ce livre que je vous présentais tout à l'heure, on en parlera bien sûr. Et puis Bruno Béchiza, secrétaire national de l'UMP, en charge des forces de sécurité. D'abord, votre réaction à l'un et à l'autre. Monsieur le juge, alors la justice à 30 € pour les citoyens? La justice n'a jamais été vraiment gratuite, malgré le système d'aide juridictionnelle. Ce qu'on peut dire en deux mots, c'est que cette réforme de la garde à vue aurait pu être préparé depuis très longtemps. C'est un sujet que tout le monde connaissait. Le gouvernement a été quasiment condamné à faire cette réforme de la garde à vue. Et donc, on assiste, comme hélas pour beaucoup de réformes, à une sorte de bricolage de dernier moment qui finalement mécontente tout le monde, alors qu'on aurait pu, je pense, j'en suis même quasiment certain, arriver à quelque chose, je ne dis pas d'un peu consensuel, mais où peut-être
pas forcément la droite et la gauche se seraient retrouvées, quoique, mais où au moins les avocats, les magistrats, les policiers auraient discuté entre eux, auraient été consultés. Bon, mais vous souhaitez bien sûr la réconciliation des citoyens et de la justice française. Est-ce que cette taxe, on va l'appeler comme ça, va le permettre selon vous? Est-ce que ça va aggraver le fossé? Je viens de dire que cette réforme avait été quasiment contrainte. J'ai bien peur que ça soit une façon de rendre cette réforme encore plus impopulaire. Je n'y vois pas des intentions perverses, mais peut-être. Je pense en tout cas que le gouvernement pourrait trouver l'argent largement ailleurs. Et il ne s'agit d'ailleurs pas que des avocats. Des policiers aussi je pense que les policiers ont aussi des problèmes de moyens. Bruno Béchiza, vous êtes ancien responsable syndical. Les policiers, vous êtes donc aujourd'hui responsable à l'UMP, je le disais. Les policiers réclament leur dû, peut-être autant que les avocats. Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes sur quelle position? De manière très différente. Comme le disait Serge Portelli, à la différence de ce que vous disiez qu'on peut s'opposer, il a souligné que cette réforme est contrainte. Donc effectivement, cela n'a pas été budgétisé. Et la mesure annoncée aujourd'hui que vous avez déclinée ici, on l'a appris un peu en direct, c'est le ministère de la Justice donc, qui avance cette idée. On ne l'a pas travaillé. Sauf que ce qui m'étonne, c'est qu'effectivement, à partir du moment où une réforme est contrainte, le budget n'avait pas été prévu. Mais quand même, bricolage, alors bien évidemment, vous dites les policiers, il y a des manques concrets de locaux, par exemple, qui n'étaient pas prévus. Puisque, je répète, la Cour de cassation a encore avancé lundi la date d'application que voulait le législateur. Mais ce qui m'étonne aussi beaucoup, c'est que ce que votre sujet ne dit pas, c'est que au jour d'aujourd'hui, certains avocats font quasiment du catégoriel sur leurs honoraires, sur les 60 €, 61 € très exactement la demi-heure de garde à vue. Et dans un contexte économique particulier, je pense qu'il faut tout mettre en perspective. Donc je ne dis pas que sur le principe, je suis pour le moment favorable aux fameux 30 € pour tout justiciable. Mais je pense qu'on a oublié de dire à nos concitoyens qu'effectivement aujourd'hui, un procès pénal, ça a un coût, ne serait-ce que dans la défense. En tous les cas, cette réforme va dans le bon sens. C'est ce que vous notez, Serge Portelli, bien sûr. Le suspect cesse avec cette réforme d'être placé en situation d'infériorité, vous l'écrivez, grâce à la présence de l'avocat. Pas simplement le suspect d'ailleurs, parce que je crois que dans la réforme, par exemple, quand il y a une confrontation en garde à vue, vous avez l'avocat qui vient défendre aussi la victime, qui vient l'assister. Donc c'est pas uniquement l'avocat du suspect. D'ailleurs, enfin, je rappelle quand même qu'un avocat, je ne suis pas là pour la défendre, mais le matin, il défend un suspect et l'après-midi, il défend une victime. Enfin, c'est peut-être un peu moins simple, on veut bien le dire. Allez, Serge Portelli, vous livrez donc vos réflexions dans ce livre sur le juge, dont les missions, comme la sauvegarde des libertés, rappelez-vous bien sûr, se heurtent à ce que vous appelez le sécuritarisme. C'est quoi? Eh bien, disons que c'est une sorte d'obsession. Un péril, hein. Oui, un péril. Vous avez quand même discuté ici assez souvent des fichiers, par exemple. J'en ai souvent discuté avec Bruno Béchiza. Et que ce soit la CNIL ou d'autres organismes indépendants, s'étonnent de voir en permanence des fichiers créés, des fichiers qui contiennent des milliers de fiches, des millions de personnes qui sont finalement soit victimes, soit suspects qui se retrouvent là. Vous avez un état d'esprit, finalement. Il n'y a pas que les fichiers. Hein. Non, mais j'essaie de vous donner des exemples concrets pour que les gens comprennent que ce n'est pas simplement une idée comme ça, que le sécuritarisme... Est-ce que je peux résumer en disant la politique sécuritaire du gouvernement? Oui, mais ça se décline de façon très concrète. Et les gens, par exemple, quand il y a eu... On parle de garde à vue, 800 000 gardes à vue l'année dernière, ça, c'est le sécuritarisme. D'accord. Alors là, on est forcément, entre vous deux, face à un fossé. Qu'est-ce que vous répondez à cette notion de sécuritarisme, M. Béchiza? Moi, nier aujourd'hui qu'il existe en tant qu'élu de terrain, parce que votre livre, je n'ai pas pu le lire, on en a parlé en dehors du plateau, mais il vient de sortir ce matin. Vous repartirez avec. Hein. Effectivement, je vous remercie. Mais moi, ma légitimité, et du moins le sentiment que je me fais aujourd'hui, ce n'est plus en tant qu'ancien policier.
mais c'est l'élu de Seine-Saint-Denis qui est sur le terrain. Et on ne peut pas nier aujourd'hui la demande légitime de sécurité de nos concitoyens. Et effectivement, pour moi, la sécurité, c'est pas forcément plus de policiers derrière chaque citoyen. C'est peut-être mieux agencer les différents outils. Vous parliez des fichiers, on peut parler de la vidéoprotection, on peut parler effectivement des effectifs, mais pas que de policiers. Et même la réalité de l'insécurité, parce que le juge Portelli parle de mensonges. Il y a effectivement une polémique. Je vous convie à venir chez moi, vous le savez, en Seine-Saint-Denis, par exemple, à Saint-Roch. Je peux vous convier à venir chez moi aussi. La délinquance, je la connais. Tout le monde sait bien que les chiffres de la sécurité sont sujets à discussion. Enfin, pendant la campagne électorale de 2006-2007, vous saviez parfaitement que ça a été un des grands thèmes de discussion avec Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Est-ce que ces chiffres étaient vrais? Est-ce qu'ils étaient faux? On était beaucoup, et les policiers, les premiers d'ailleurs, à dire que ces chiffres étaient parfois augmentés ou parfois baissés au gré des demandes du moment. Alors, monsieur le juge, j'ai une question à vous poser entre la soumission volontaire du juge que vous évoquez et puis la résistance à l'État. Hein, vous vous situez où? Bien, ce que j'essaye de montrer, c'est qu'il y a eu une sorte de révolution après la Seconde Guerre mondiale, après la chute, la fin du nazisme. On s'est dit, les grandes nations, quasiment la terre entière, que si on voulait vivre en démocratie, il fallait d'abord des libertés. Et que ces libertés-là, elles supposaient des principes intangibles qui devaient s'imposer aux législateurs et au gouvernement. C'est là toute la réforme. Mais la difficulté, c'est comment faire? Comment faire pour que ces grands principes de liberté, la présomption d'innocence par exemple, mais bien d'autres, soient effectivement respectés par les gouvernements. Et c'est là que je finirai par là, ce sont les juges, entre autres, mais les juges qui sont chargés de faire respecter ces libertés et d'imposer au gouvernement le respect de ces lois. Ce qui s'est passé... Vous adhérez à ce discours? Pas du tout. Pas du tout. Monsieur Portelli, pas du tout. Et je suis volontairement lapidaire, parce que nous sommes à un moment très particulier, et vous savez que j'ai en moi-même tous les principes démocratiques, et je me dis élu républicain. Il n'empêche qu'aujourd'hui, quand on voit la décision de la Cour de cassation de vendredi, alors que le législateur dit il y aura une loi qui s'appliquera là, la Cour de cassation dit non, ça se fera là, que peu de temps avant, la loi d'orientation et de programmation est votée, et de la même manière, parce qu'il y a des outils innovateurs sur la vidéoprotection, sur la possibilité de faire des contrôles d'identité par les policiers municipaux, c'est censuré par le Conseil constitutionnel. On peut, comme l'a dit Henri Guénaud ce week-end, au moins se poser la question, je n'ai pas dit réfuter, mais se poser la question aujourd'hui de l'articulation des différents pouvoirs et des différentes autorités. De juges qui outrepassent leurs droits. C'est le problème de la légitimité de certains juges qui n'ont comme légitimité que de leur profession, alors que les élus, c'est le suffrage. Bruno Bechiza, il n'y a pas à se poser la question. Enfin, je veux dire, on vit en démocratie. Ce sont des principes qui sont posés depuis plus d'un demi-siècle. Et c'est pas un petit juge, c'est pas la Cour de cassation, c'est pas le Conseil constitutionnel qui ont inventé tout ça. Ce sont les nations entières qui se sont réunies il y a un demi-siècle et qui ont dit ça sera comme ça. Alors, il faut quand même que vous acceptiez cette règle du jeu démocratique. Les gouvernements, même les démocraties, peuvent se tromper. Et il faut, derrière, qu'il y ait des valeurs qui puissent être imposées par les juges notamment. Et là, c'est fini, Monsieur Bechiza. Regardez, pour poursuivre tout seul ce soir, vous allez vous plonger dans le livre du juge. Et puis moi, je vous donne ce livre « Repenser la démocratie » là, de notre ami qui était avec nous tout à l'heure, Monsieur Zarka. Que je connais très bien. Hein, vous le connaissiez, oui, professeur de philosophie politique. Et vous y trouverez sans doute des choses qui entreront en résonance avec ce que vous dites ce soir. À 22h, Sonia Mabrouk, donc tout de suite sur la chaîne parlementaire à l'Assemblée nationale. Tout dépend d'eux. Bonsoir, à mardi et très bon week-end à tous. À vous aussi. Les
Les mariages princiers de Kate et de William en Angleterre et d'Albert et de Charlène à Monaco remettent les royautés au goût du jour. Mais à quoi sert un roi au XXIe siècle? Quels sont les souverains qui gouvernent et ceux qui se cantonnent à faire de leur fonction un symbole? Les monarchies ont-elles encore de beaux jours devant elles? Émission spéciale dans Parole du Monde. Parole du Monde, c'est un tour d'horizon de l'actualité internationale. Ce soir à 22h30 sur Public Sénat. L'invité de leader est symbolique des types d'entreprises que nous avons chez nous et nous ne le savons pas toujours. Rexel est en effet le leader mondial de la distribution de matériel électrique. Alors, ça vous cause peut-être pas, mais c'est quand même 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 28 000 salariés. Qui dit mieux? Jean-Charles Pose, le PDG de Rexel, est dans Leader. Leader, l'économie par ceux qui la font, c'est ce soir à 23h sur Public Sénat.